Pendant 2 jours, soit les 2 et 3 juillet 2025, experts juridiques, environnementaux et énergétiques, représentants de la société civile et chercheurs ont réfléchi sur les contentieux stratégiques et la planification énergétique à l'intention des partenaires guinéens du collectif des organisations de la société civile pour la défense des droits des communautés impactées par les projets de développement CODEC et de Même droit pour tous MDT. Tous ensemble, ils ont approfondi les enjeux liés aux litiges environnementaux et aux politiques énergétiques, évoquant concepts clés du contentieux stratégique, normes internationales encadrant la protection des droits environnementaux et jurisprudence. Mécanisme d'élaboration d'une politique énergétique, vision de la société civile sur la dite politique, stratégie de transition énergétique, droit de l'environnement et planification énergétique, tout a été passé au peigne fin pour enrichir les débats. La planification énergétique est-elle la baguette magique pour l'accès des Congolais aux services énergétiques? Le professeur Bernard Ndaye donne la réponse. Si on ne planifie pas, on ne sait pas où on va. La planification énergétique, c'est l'analyse chiffrée de l'avenir énergétique, c'est-à-dire on chiffre les besoins à venir, on chiffre les infrastructures, tout ce qu'il faut pour arriver effectivement à satisfaire la demande qui est toutefois galopante. Dans ces conditions, si on n'a pas planifié, on n'a pas aussi de politique énergétique, ça signifie que pour avoir un très bon cadre réglementaire à travers lequel il y a toutes les stratégies, la loi, et ainsi de suite, il faut d'abord commencer par la planification. Donc c'est un exercice obligatoire si le pays veut avancer. Sinon, on continuera à faire du surplace. La planification, elle-même, c'est un exercice d'analyse chiffrée, c'est-à-dire, en d'autres termes, la planification aide à savoir d'où viendront les sources d'énergie, quelles sont ces sources d'énergie que l'on va privilégier face aux défis du moment, c'est-à-dire le changement climatique. Une politique énergétique qui n'a pas comme base scientifique la planification énergétique n'a pas sa raison d'être. Tout comme une planification énergétique qui n'aboutit pas à l'élaboration de stratégies, c'est-à-dire de politiques, n'a pas aussi sa raison d'être. Donc les deux sont comme des sœurs jumelles qui doivent être menées ensemble et c'est l'affaire du gouvernement. Ça fait partie de la gouvernance du secteur. Donc c'est le gouvernement qui doit être le chef d'orchestre et nous allons venir pour contribuer. Dans beaucoup de pays qui ont expérimenté la planification énergétique, le processus est toujours participatif, c'est-à-dire tout le monde a un mot à dire, y compris la société civile. Et là aussi, une part importante. Plan intégré des ressources énergétiques, type d'énergie à adopter, l'ingénieur Adrien Monsengo souligne la nécessité d'un mix énergétique pour un accès universel aux services énergétiques. La base, c'est avoir un plan intégré des ressources énergétiques nationales. Et ce plan-là compte un diagnostic de tout ce qu'on a comme source d'énergie. Et avec ce potentiel, on saura quel pour avoir un mix énergétique, quelle est l'énergie qui sera l'énergie de base. On a l'hydro, on a le photovoltaïque, on a la biomasse, on a les énergies renouvelables, tout consort. Donc ça commence par là. Et une fois qu'on a fait ces diagnostics, on doit arriver maintenant à faire un plan par an. Combien de mégawatts nous devons ajouter par an? Et ça doit prendre en considération, évidemment, comme je dis, la segmentation du secteur. Il y a les industries, il y a les mines, il y a les résidentiels, le transport, l'agriculture. Tout ça peut marcher avec l'énergie. Et l'énergie, sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation. Donc ça fait partie vraiment de ce que nous devons faire. Et pour arriver à commencer à transformer nos matières premières localement, on a besoin d'énergie. Pour commencer à transformer, faire de l'agriculture, on a besoin d'énergie. Donc c'est un préalable très important. On ne peut pas les négliger. Et sur base de ça, la population peut avoir accès à l'énergie suffisante. Actuellement, un Congolais consomme dans environ 93 kWh par an, qui n'est même pas la consommation d'un congélateur en Europe. Alors que les Sud-Africains consomment environ 4000 kWh par an, les Américains de 12 000 km par an. Et si on a besoin de ces moyens-là, dans la demande actuelle, il y a un minimum de 20 000 MW qui est requis. Mais on ne peut pas le faire en un jour. Il faut avoir un plan. Et un plan et des objectifs précis.
Quand on a des objectifs ou une action sans plan, on ne réagit pas. Il faut avoir un objectif, il faut avoir des actions pour atteindre cet objectif. La politique nationale énergétique est un instrument indispensable pour la RDC. Mais depuis des années, le pays peine à se doter de cette politique. L'ingénieur André Kaboué, secrétaire permanent adjoint de la Commission nationale de l'énergie, donne les détails. Il faut que absolument le ministre de l'énergie ou des ressources hydrauliques s'implique pour faire en sorte que cette politique soit validée. S'il y a des écueils, il faut que le ministre remette les acteurs sur place pour essayer d'examiner ces écueils-là. Mais nous sommes arrivés à la fin et nous n'allons pas laisser tomber tous les efforts consentis. Il faudrait absolument que le ministre reconvoque les gens pour un dernier toilettage du document de politique nationale. La société civile demeure un acteur incontournable et un partenaire du gouvernement de la République dans les domaines. Sa vision sur la politique nationale énergétique est celle de privilégier les énergies renouvelables, affirme Emmanuel Moussouyou, secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique CORAP. La société civile rêve d'une politique nationale de l'énergie qui est axée sur les énergies renouvelables. Une politique qui promet effectivement, n'est-ce pas, les initiatives d'électrification décentralisée. Parce que comme vous le savez, le pays a un paradigme depuis des années. On a vu d'abord un focus, n'est-ce pas, placé sur de types d'énergie qui sont plus ou moins dépassés. Les grands barrages. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver de moyens pour ces grands barrages, mais au-delà des moyens, c'est aussi difficile de voir qu'un grand barrage est réalisé sans qu'il y ait d'impact irréversible sur les communautés, sur la population. Alors que le pays a un potentiel important en micro-barrage, par exemple. On peut les développer partout. Plus de 800 sites sont possibles à être développés à travers le pays. Les énergies solaires également et autres. Et donc, nous disons qu'une politique nationale de l'énergie doit être adaptée dans ce sens que, n'est-ce pas, elle favorise vraiment le développement d'un secteur décentralisé. Elle est aussi axée sur les énergies renouvelables essentiellement, en voyant comment est-ce qu'on réduit les investissements dans les énergies fossiles. Et déjà, qu'est-ce que nous avons vu dans l'actuelle politique, c'est qu'on met aussi un accent sur les énergies fossiles alors que tout ça est dépassé. Tout ça est dépassé sur le plan économique. C'est beaucoup plutôt de problèmes que les solutions qu'il faut trouver. Donc comprenez que la vision de la société civile, c'est d'avoir une politique axée sur les énergies renouvelables, axée sur les énergies décentralisées, une politique qui met l'accent sur le développement des usages productifs, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les communautés locales qui ont accès à l'énergie puissent vraiment en bénéficier et de façon cohérente, dans ce sens qu'ils ont des ressources, parce qu'ils vont développer leurs activités économiques. Ça leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie et avoir des ressources pour payer cette électricité. Mais quel est en fait le goulot d'étranglement qui empêche le pays de se doter d'une politique nationale énergétique? Ce qui bloque, c'est juste la volonté politique et la flexibilité des autorités dans le choix au fait, des solutions qu'il faut mettre sur la table. Vous voyez, c'est ça qui bloque simplement, parce qu'en réalité, on vient de modifier la loi relative au secteur de l'électricité. Mais pourquoi on ne peut pas adopter une politique nationale de l'énergie? En réalité, on devait commencer par l'adoption de la politique parce qu'elle est en chantier, elle est sur la table. Peut-être la révisiter parce que quand même c'est depuis 2022 qu'on a validé techniquement. La modifier parce que nous avons quand même encore des choses à dire sur cette politique-là. La modifier, l'adopter, la publier et donner de l'orientation sur l'ensemble du secteur qui suivra au fait par la loi qui a été pour. Mais ici nous voyons qu'il y a un problème de volonté politique. Nous voyons qu'il y a un problème, n'est-ce pas, d'aborder la question vraiment de façon efficace et durable. Il faut mettre en place les énergies de proximité. Vous voyez, le solaire par exemple, il conviendrait vraiment à une énergie de proximité. Et les énergies renouvelables comme la micro-hydroélectricité également. Avant de penser aux grandes infrastructures ou grands barrages, il faudrait donc que les énergies de proximité soient mises en place pour que l'accès pour tous soit garanti. Alpha Diallo, représentant du collectif des organisations de la société civile pour la défense des droits des communautés impactées par les projets de développement CODEC de la Guinée-Conakry, a rappelé que le contentieux stratégique nécessite une préparation rigoureuse
associant collecte de preuves et mobilisation des parties prenantes avec pour objectif une transformation sociale avant de remercier le CODED et les autres parties prenantes. Les questions relatives aux arrêts qui sont rendus par la Commission ou la Cour africaine des droits de l'homme. On a aussi abordé des arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je crois que c'est vraiment des contributions qui augmentent une plus-value aussi sur le background académique et intellectuel que j'ai. J'en ferai aussi un compte rendu à mes collègues, vu que M. Alpha Mariam n'a pas eu la possibilité, la chance d'être avec moi ici. Mais sachez qu'on est très content de la société civile et de tous les acteurs et des avocats qui sont là, congolais. Et je tiens aussi à faire remarquer que j'ai beaucoup apprécié aussi le pays, que ce soit sur le plan du paysage, bien que parfois il y a des besoins insatisfaisants, on a tous besoin qu'il y ait des améliorations, mais moi de mon côté j'ai fait des remarques non seulement sur l'alimentation, les établissements et le mouvement, l'ambiance. Donc j'ai beaucoup apprécié ça et ce qu'on dit en anglais aussi friendly, c'est-à-dire les gens ici sont très friendly, sont très ouverts, sympathiques exactement. Et franchement, ça a été une très belle leçon, une belle expérience pour moi que je n'oublierai jamais. Et par rapport aussi à la contribution de la société civile sur la transition énergétique, je vais faire un rapport parce qu'en Guinée, on a déjà entamé cette question avec Natural Resource Governance Institute. C'est NRGI qui a déjà entamé, il y a eu un rapport qui vient à peine d'être publié. On est dans le cadre d'une collaboration sur cette question-là. Donc ce serait bien, je vois aussi qu'il y a assez de similitudes entre la RDC par rapport aux outils stratégiques, les problématiques que la société civile rencontre. Et nous avons aussi les mêmes soucis en Guinée par rapport à l'accès à l'information, la contribution, la réticence des autorités à appuyer les plaidoyers des acteurs de la société civile et à soutenir les communautés. Nous avons presque les mêmes réalités. Donc je suis convaincu que ces échanges-là pourront aboutir vraiment à des résultats qui sont positifs. Occasion également pour Maître Jennifer Castello, avocate au barreau de Toulouse en France et membre de ILO, de louer les efforts du CODED pour cette initiative, tout en encourageant les uns et les autres de maintenir les caps en faveur des communautés. Les échanges extrêmement riches de la part des avocats, puis avec aussi une diversité d'acteurs, donc la société civile, les avocats, pour les professeurs. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai trouvé que les échanges étaient très intéressants. Et je pense que, comme disait Alpha, tout le monde a de quoi apprendre des autres. Donc c'est très important d'avoir l'opportunité d'assister, de participer à ce genre d'atelier. Pour ma part aujourd'hui, j'étais un petit peu en mode écoute parce que j'ai beaucoup appris sur la transition écologique notamment et énergétique notamment en RDC. Donc c'était extrêmement intéressant. Plein de choses à retenir et à partager avec les partenaires, notamment avec lesquels nous travaillons dans d'autres pays, dans des situations similaires. Donc merci, un grand merci à tous. Bravo en tout cas pour le travail que vous faites. Et je tenais juste à vous redire qu'avec Maître Eric, on travaille pour ILO, qui est donc cette organisation qui travaille en soutien d'avocats et d'efforts juridiques. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille beaucoup sur les questions des droits des populations locales et autochtones. Voilà, donc n'hésitez pas à rester en contact si jamais. Totale satisfaction pour Maître Eric Kassongo, directeur exécutif du CODED et avocat à ILO, pour la tenue de cette réflexion. Donc un grand merci à tous les intervenants, même ceux qui ne sont pas ici. Merci aussi à Alpha pour avoir fait le déplacement. Merci aussi à Jen, ma collègue qui est venue de la France. Pour le reste, moi je vous dis au revoir. On va certainement se revoir pour d'autres sessions de ce genre pour approfondir. Un grand merci. Signalons que cette activité organisée par les Centres congolais pour les droits du développement durable, CODED, et le réseau ILO souligne l'importance de leur partenariat dans la promotion des droits environnementaux et les solutions énergétiques, tout en notant que le contentieux stratégique se présente comme un levier essentiel pour influencer les politiques publiques en matière d'environnement et d'énergie. Pour répondre un tant soit peu au problème crucial d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place les programmes d'accès aux services d'eau
et d'assainissement PASEA, projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 400 millions de dollars américains, avec comme objectif principal améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, notamment en milieu rural et périurbain, et de renforcer les capacités institutionnelles. C'est pour outiller les experts des différentes institutions, tant de Kinshasa que de certaines provinces du pays, que le PASEA a organisé cette activité. Le projet va construire des ouvrages d'eau. Il va renforcer les ouvrages existants en rapport avec l'eau potable et assainissement. Alors, le projet, dans le cadre des développements humains, avait prévu organiser la formation des apprenants et apprentis sur les pompages solaires, sur les maintenances des forages et sur aussi la maintenance de réseaux de distribution d'eau. Les participants qui viennent de l'école de santé publique et de l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa, ainsi que des autres institutions, saluent l'initiative. Nous sommes en train de préparer un programme où nous allons informer des ingénieurs électroniciens dans le système de forage solaire. C'est comme ça que nous sommes en train de préparer certains modules qui seront adaptés dans différentes classes où on aura à apprendre aux étudiants comment faire un forage semi-électronique à travers un panneau solaire et qui sera adaptable dans différentes classes pendant leur parcours académique. Il s'agit d'une activité initiée par l'école régionale de l'eau pour faire une maquette d'une formation professionnalisante dans le secteur du pompage solaire d'eau. Vous savez qu'on a un souci réel dans nos milieux ruraux et même ici en ville, dans certaines villes, il y a des difficultés d'accéder à l'eau potable. Alors je pense qu'avec maintenant la technologie solaire qui monte en puissance, il y a lieu finalement d'avoir des systèmes autonomes de fourniture d'eau, d'alimentation, d'irrigation, même pour certaines activités industrielles. Il s'agit d'une partie importante du projet qui a été initié par la Banque mondiale. Le projet consiste à installer une unité de formation ici à l'école régionale de l'eau. Et la formation sera basée sur les pompages solaires, et certainement pour les eaux de forage, ainsi que le traitement des eaux usées, qui sont les deux unités importantes dans notre pays qui posent problème. C'est dans ce sens-là que la Banque mondiale a initié ce projet. Et la première partie, c'était une co-création en ligne. Et la co-création, c'était quoi? C'était rassembler les experts sud et les experts nord pour essayer d'évaluer et mettre en place un programme de formation pour les pompes solaires ainsi que les traitements des eaux usées. Maintenant, c'est la partie en présentiel que nous nous sommes réunis ici à l'école régionale de l'eau pour essayer de mettre en place ces programmes ici. C'est dans ce sens-là que vous voyez dans la salle. On est en train de discuter les différents programmes qui ont été élaborés, essayer de mettre ou enlever certaines choses qui pouvaient permettre que la formation puisse avoir lieu sous peu, de sorte que nous puissions avoir les agents, les techniciens dans les domaines de traitement des eaux usées ainsi que des pompes solaires. Ciblant plusieurs provinces de la RDC, dont les Kwilu, les Kasaï centrales et les Kasaï orientales, les PASEA incluent des études hydrogéologiques, des études techniques pour les forages et réseaux et la réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau potable. L'impact tant du programme que de cette activité de co-création est plus qu'attendu, particulièrement par les bénéficiaires finaux. Après ça, ce sont seulement des modules que nous allons monter. Après ça, certainement, nous allons monter des cours qui vont permettre que nous puissions aller former les étudiants qui vont les mettre en pratique pour le profit de la République démocratique du Congo et plus précisément pour nos frères de Kikwit. Surtout pour la population de Kikwit, on a un problème d'eau, surtout là où se trouve notre université. Ces régions peignent d'eau et ce projet va venir résoudre un problème d'eau où nous venons de servir la population et non de qualité et en abondance. L'idée ici, c'est qu'on veut d'abord donner de l'emploi à la jeunesse congolaise, mais aussi on veut aussi assurer la pérennisation des acquis du projet. Parce que le problème, comme vous le savez, dans notre pays, il y a un problème de maintenance de tout ce qu'on construit. Alors pour qu'il y ait au moins une main-d'œuvre qui est qualifiée en maintenance de tout ce qu'on aura
à construire. Donc ça va permettre à ce que, si c'est une usine qui est construite et qui utilise par exemple les énergies renouvelables, là on aura des spécialistes qui viendront chaque fois arranger ce qu'il faut arranger, maintenir pour que la population de manière globale ne puisse pas manquer de l'eau. Signalons que cette activité est menée par un consortium recruté pour développer un programme de formation composé de Watura et VSI Africa pour améliorer l'accès à des services essentiels pour la population et renforcer les capacités du pays dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Une dizaine de recommandations qui portent sur des solutions concrètes intégrées directement pour renforcer la résilience de l'écosystème et des communautés locales du bassin du Congo. Air protégée et extractivisme des ressources naturelles dans le bassin du Congo. Nous devons d'abord promouvoir une gestion plus durable et responsable de l'exploitation minière dans les aires protégées. Également, nous devons intégrer les impacts environnementaux dans la planification de la protection de ces parcs, des réserves et de l'ensemble des ressources naturelles. Réguler l'exploitation minière dans les aires protégées et imposer l'inclusion de contributions sociales, par exemple pour des projets de forage. Appliquer le modèle de forêt modèle, justement, gouvernance, paysage, durabilité, partage des connaissances. Et enfin, pour ce premier élément, instaurer une taxe environnementale sur les exploitants miniers pour compenser la pollution. Crédit carbone et lutte contre le changement climatique et la pauvreté, le cas des communautés locales et des peuples autochtones, les CLPA. Prendre en compte les besoins réels de ces communautés et de ces peuples dans les projets carbone, les impliquer à toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre et jusqu'à leur évaluation. Former ces communautés et ces peuples aux métiers verts et activités de substitution à la pression sur les ressources naturelles, renforcer les capacités techniques et organisationnelles de ces peuples et communautés en matière de gestion des crédits carbone. Promouvoir des partenariats multi-acteurs entre la société civile, les ONG, l'État et bien sûr le secteur public. Créer des mécanismes de suivi, évaluation pour mesurer les impacts environnementaux et socio-économiques des projets carbone. Et enfin, mener des campagnes de sensibilisation sur les bénéfices de la vente de ces crédits carbone. Alors le troisième élément portait sur le bassin du Congo comme hotspot ichthyonophique en péril. Et donc il est important de lancer un programme de recherche exhaustif et collaboratif sur l'ichtyofaune du bassin du Congo pour combler les lacunes en connaissance. Dans le bassin, il y a plus de 1200 espèces et on sait qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur ces sujets. Lutter contre toutes les formes de pollution des eaux afin de préserver durablement la biodiversité aquatique. On l'a vu au travers de nombreuses présentations de l'impact de ces pollutions sur les populations et la diversité de ces poissons. Quatrième point, gestion intégrée et durable des ressources en eau, essentielle. Il faut adopter une approche holistique, intégrée, pour la gestion des ressources en eau dans les sous-bassins versants du bassin du Congo. Prenant en compte les interactions complexes entre les composantes hydrologiques, écologiques et socio-économiques. Cela implique bien sûr la coordination entre les différents acteurs locaux, nationaux et régionaux, afin d'assurer une exploitation équilibrée des ressources, tout en préservant les fonctions écosystémiques vitales des zones humides et tourbières. Cinquième point, le développement de réseaux de monitoring hydroclimatique avancés. Alors ça, on a vu effectivement durant la semaine le manque de mesures d'institut, ça a été répété à plusieurs mesures, même si elles sont compensées par des mesures d'observation de la Terre, ces mesures institut demeurent essentielles. Et donc il est important de soutenir le déploiement et la consolidation de réseaux de stations météorologiques et hydrologiques performantes et qui permettent de suivre en temps réel des variables clés telles que les précipitations, l'évaporation et l'évapotranspiration, les niveaux d'eau, à la surface mais également, j'imagine, piezométrique. Voilà, ces données permettront d'affiner les prévisions climatiques, d'évaluer l'impact de différentes stratégies de gestion et d'anticiper les risques liés à la variabilité climatique. Effectivement, sans ces données, nous sommes face à ces annonces quand même alarmantes des scientifiques, démunis de boussole pour orienter l'ensemble de nos actions. La sixième recommandation a trait à l'application de modèles climatiques et hydrologiques avancés
Alors, l'utilisation de modèles hydrologiques et climatiques avancés doit être systématisée pour simuler différents scénarios d'évolution du bassin versant sous l'effet du changement climatique. Ah, ben voilà, c'est mieux là, non? Ouais. Ces simulations éclaireront les décisions stratégiques, notamment pour la planification territoriale, la gestion des infrastructures hydrauliques et la protection des écosystèmes sensibles. 7e recommandation. Restauration et conservation des zones humides et tourbières. On a vu qu'on adoptait maintenant un terme plus générique pour ces zones humides sous forêt. Les zones humides et tourbières jouent un rôle crucial dans la régulation hydrologique, la biodiversité et le stockage du carbone. Il est fondamental de mettre en œuvre des programmes écologiques pour mieux conserver ces écosystèmes, incluant la prise en compte des fonctions naturelles, la réduction des pressions anthropiques et la protection juridique de ces espaces. 8e recommandation, construction d'infrastructures hydrauliques adaptées. Il est essentiel de développer des infrastructures capables de stocker l'eau de pluie et de créer des zones tampons hydrologiques, exemple des bassins de rétention, des digues naturelles, afin d'atténuer les fluctuations saisonnières des débits et d'assurer une alimentation en eau stable durant les périodes sèches. 9e recommandation, sensibilisation, formation et implication communautaire. L'efficacité des actions repose largement sur l'appropriation locale des enjeux et des solutions. Il convient donc de déployer des campagnes de sensibilisation ciblées et des programmes de formation technique pour les communautés locales, renforçant ainsi leur capacité à gérer durablement les ressources en eau et à participer activement à la planification des stratégies d'adaptation au changement climatique. 10e recommandation. Élaboration et mise en œuvre de politiques publiques favorables. Des politiques claires et incitatives doivent être formulées et appliquées pour soutenir les pratiques durables, promouvoir la restauration écologique et encourager l'innovation agricole. Ces politiques devront s'appuyer sur des cadres réglementaires robustes et sur des mécanismes d'incitation économique adaptés, comme par exemple subventions, crédits verts, taxes environnementales. Et enfin, la 11e recommandation, renforcement de la coopération intersectorielle et multi-acteurs. L'idée, c'est quand même de travailler en équipe. La gestion intégrée des ressources en eau nécessite la collaboration entre les secteurs de l'eau, de l'agriculture, de l'environnement, ainsi que l'engagement des acteurs publics, privés, scientifiques et des organisations de la société civile. La création de plateformes de dialogue et de coordination est un facteur clé de succès pour la mise en œuvre cohérente des stratégies proposées. Je vous remercie de votre attention. Durant ces 4 jours, nous avons eu aussi à suivre les exposés sur les expériences des grands bassins fluviaux tropicaux, évoquant les cas des bassins de l'Amazonie, de pays de l'Afrique australe et du bassin du lac Tchad. Les messages clairs assortis de ces expériences traduisent les besoins du renforcement de la collaboration Sud-Sud. À l'issue de ce forum, différentes recommandations ont été formulées en rapport avec les axes thématiques. Je rappelle qu'il y a eu aussi des recommandations transversales en rapport avec le besoin de renforcer la production, la gestion et l'intégration des connaissances, créer des systèmes de suivi et d'alerte environnementale, la gouvernance territoriale inclusive et coordination régionale, préserver les écosystèmes et services environnementaux, assurer un accès équitable et durable aux services de l'eau. Pour les cas des tourbières et zones humides, sciences politiques et relations homme-nature, données ouvertes, coopération scientifique et formation, financement durable et partenariat multi-acteurs.